Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Coin du Feu. Je suis avec mon compagnon de lecture Ethno. Salut. Et on est très heureux de vous retrouver pour un 17e épisode, je crois. 16e. 16e, ouais. Ah, ça filoche, hein. Ah bah oui, on traîne pas. Hein. Ah, non. Il y a encore du matos qui arrive là. Bah oui, parce que du coup, faut bien fêter les 1 an. Bah d'ailleurs, je crois que t'en as déjà un peu parlé. Voilà, exactement. Ouais, où j'explique un petit peu tout ce qui va se passer sur la chaîne, en fait, là, dans un futur extrêmement proche. Après, il y a des choses qui vont rester en place. Et puis voilà, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'on est bien content déjà de fêter nos 1 an, parce que ça veut dire que on a tenu jusque-là. C'est cool. Et puis qu'on est suivi aussi. Et ça, c'est vraiment doublement plus cool. D'ailleurs, pour ceux qui nous suivent, et qui nous suivent pour de bon, il y a un concours en cours, justement. Peut-être rappeler un petit peu ce qu'est ce concours, ouais. Exactement, ouais, c'est un concours qui se passe sur les 3 plateformes de réseaux sociaux principales, hein, donc sur Facebook, Twitter et, rappelle-moi le 3e... Instagram, voilà. Pardon, je me fais vieux, alors j'ai la mémoire qui flanche forcément. Donc forcément 3 façons de faire différentes sur chaque plateforme, hein. Et cette fois c'est pour gagner des clés pour télécharger des albums de Erang, qui est un groupe de Dungeon Synth, hein, et ultra culte. Donc, comme je l'ai dit sur notre vidéo d'ailleurs, comme je l'énonce, c'est de la musique un petit peu obscure, mais bougrement efficace, pour ceux qui font des jeux de rôle en l'occurrence. Parce que voilà, c'est ambiance bien donjon, hein. Et puis, voilà, il y a plein de clés à gagner. Et en plus de ça, il fait de la musique carrément géniale, donc je dirais pourquoi pas. Et le monsieur est français aussi. Ah bah, de toute façon, la scène Dungeon Synth, Black Metal, etc. en France, c'est plutôt de qualité en général. Ah ouais, exactement. Il y a des bons albums qui arrivent, bien que pour Erang, il y a un petit virage qui a été effectué. Petit virage, ça reste toujours de la musique électronique, hein, mais avec des influences bien marquées. Les gros noms de la musique électro. Il s'inspire, en fait. Ce qui est bien avec on va dire un groupe, hein, même si c'est un one-man band, c'est qu'il a su évoluer vraiment avec l'époque et qu'il propose vraiment de la musique extrêmement variée au fur et à mesure de sa carrière. Ça se ressent dans les visuels, ça se ressent dans la musique, ça se ressent vraiment dans pas mal de trucs. Et c'est vraiment un passionné de musique. Et donc ça se ressent. Il a une chaîne YouTube aussi où il poste des clips, des morceaux de musique. Il fait énormément pour ce mouvement de musique là, en fait, hein. Et au-delà de ça, on ressent vraiment la passion dans sa musique. Donc si vous voulez gagner des clés, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et pour en savoir un petit peu plus sur tout ce qui va arriver aussi, sur YouTube, comme on l'a annoncé il y a 2 minutes, où on a fait une petite vidéo explicative de tout ça. D'ailleurs, t'avais avancé le fait qu'on discuterait probablement de choses un peu plus larges que la littérature. Donc je crois qu'on va inaugurer ce procédé aujourd'hui. On va inaugurer, ouais, exactement, parce que du coup il y a vraiment beaucoup de choses à explorer au final, au-delà de la littérature, parce que comme on le dit dans la vidéo, c'est-à-dire que tous les deux, aussi bien toi que moi, au niveau passion, c'est vrai que on n'est pas que des gros lecteurs, on est aussi des gros consommateurs de ce qui est musique, de ce qui est vidéo aussi, de ce qui est jeux vidéo aussi. Et donc on s'est dit que ce serait aussi bien d'arriver à apporter un peu de diversité sur la chaîne et de pas rester enfermé simplement dans les livres. Alors ça restera quand même le sujet principal, hein, on est bien d'accord, mais c'est vrai qu'on va s'accorder peut-être 2-3 petites libertés, notamment en début d'épisode, pour arriver à vous faire peut-être découvrir des choses, en tout cas on l'espère, qui soient pas en rapport avec la littérature. Ouais, en tout cas pas en rapport direct, mais c'est vrai que les univers imaginaires, quel que soit le support, souvent il y a une espèce de ferment qui vient de la littérature, puisque c'est le véhicule principal de ces univers-là, resté pendant longtemps et encore aujourd'hui un support privilégié pour l'imaginaire. Donc, Mais du coup c'est vrai que ça a pris quand même pas mal d'envergure, hein, et que maintenant le sens imaginaire est vraiment extrêmement vaste, hein. Pour moi, ce qui a vraiment marqué l'imaginaire comme étant quelque chose de tout public, enfin qui était de base tout public en fait, hein, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être une personne en particulier pour apprécier les univers fictifs, fantastiques, science-fiction, etc. Mais moi j'ai vraiment vu la grosse différence avec la sortie du film Warcraft. Parce qu'autant, le Seigneur des Anneaux, Star Wars, on était déjà un peu dans ces trucs-là, mais autant pour l'un, on est aussi énormément... faut suivre aussi l'évolution du cinéma
et c'est encore très orienté au cinéma américain. Le Seigneur des Anneaux, c'était l'adaptation absolue. Si tu veux commencer à populariser la fantasy, tu passes par là, quoi. C'était le roman évident, mais pas facile, évident dans la logique, mais pas dans la fabrication. Voilà, ça a mis un premier pas. Et quand t'as un film comme Warcraft qui sort, là on parle d'un univers qui est inspiré forcément, notamment de Tolkien, un univers de jeux vidéo porté sur écran. Enfin, tu vois, pour moi, là, on est vraiment dans la démocratisation totale. Ouais, voilà, ouais, ça a vraiment franchi un cap. C'est vrai, je voyais pas ça comme ça du tout. Je t'avoue que pour moi, en plus, c'est un film qui m'est passé carrément au-dessus. Hein. Ah, le film est pas très bien. C'est ce que j'ai cru entendre. Mais... Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que je voyais pas ça comme ça. C'est un point de vue assez intéressant, ouais. C'est un film sur des jeux vidéo, ce qui est déjà pas très courant. Encore que ça devient de plus en plus normalisé, on va dire, enfin, sur des univers de jeux vidéo. Et qui a amené quand même beaucoup de spectateurs à aller voir le film et des gens qui sont pas forcément fans de Warcraft ou de jeux vidéo. Ah ouais, bien sûr, ouais, tu vois. C'est ça. Donc c'est pour ça que pour moi c'est vraiment un palier, même si en termes de qualité artistique, etc. c'est pas... Pour ceux qui aiment tout ce qui est adaptation de films, de jeux vidéo, il y a quand même... ça fait un moment que c'est terminé, mais il y a Crost, l'émission de Karine Debache, qui parlait uniquement de ça, en fait. Et effectivement, il n'y a pas que eu des bonnes adaptations. Il y a même plutôt eu beaucoup de merde, hein, concrètement. On peut le dire. Ah, c'est vrai que là, comme ça, je serais pas de citer un bon film adapté de jeux vidéo. Ah non. Moi non plus. Mais bon, écoute, après, peut-être que dans le futur, hein, on sait pas. Oh, puis on les a pas tous vus non plus. Ouais, exactement. C'est un peu l'idée, ouais. Et puisqu'on est sur le format vidéo, d'ailleurs, moi, je suis tombé sur une chaîne qui a retenu mon attention, là, cette semaine. Et vu qu'on est gros consommateurs de musique tous les deux, ça m'a fait penser à nous. J'avoue que, j'ai ressenti une petite pointe de jalousie parce qu'en fait, alors je vais vous parler d'une chaîne qui s'appelle Welcome to the Primetime Beach. Alors c'est extrêmement dur à dire, surtout avec mon accent anglais à couper au couteau. Et à la base, c'est une chaîne qui décortique le cinéma de genre. Et moi personnellement, j'ai trouvé vraiment que c'était bien écrit et surtout super documenté. C'est une ambiance très posée, tout ça, enfin voilà. Donc d'habitude, c'est une personne qui présente des films. Et je suis loin d'avoir tout vu, mais en tout cas, la dernière vidéo en date... me fait ressentir un petit pincement parce que la personne présente concrètement sa collection de vinyles en rapport avec les bandes originales, sa collection de vinyles de BO. Oh, putain, il y en a pour 1h30 et concrètement il y a des trucs qui passent petite mention pour le vinyle des Gremlins qui est juste une merveille. Et donc voilà, moi je vous encourage à aller voir ces vidéos parce que concrètement c'est vraiment bien foutu. Et en plus de ça, la personne qui présente les vidéos est lyonnaise. Donc bon, c'est un petit plus. Donc j'ai trouvé vraiment cette chaîne assez cool. Et j'en profite aussi pour annoncer une vidéo qui est sortie il y a peut-être 2 semaines, un truc comme ça, mais c'est le fameux Alt 236, hein, j'en parle parce que du coup on a eu Maxwell avec qui il a écrit un bouquin en collaboration sur le métal, qui a sorti une vidéo sur le jeu vidéo BioShock. Et moi c'est vrai que cet univers, je l'apprécie tout particulièrement parce que c'est quelque chose de vraiment très immersif. Sans jeu de mots. Et sans jeu de mots, exactement. On rajoutera un petit bruit de tadam. Voilà. Et donc super vidéo. Concrètement, pour ceux qui connaissent un petit peu... vaudrait mieux quand même avoir fait les jeux avant de regarder la vidéo parce que ça spoil allègrement, hein, concrètement. Mais voilà, c'est toujours un travail de qualité, quoi qu'il en soit. C'est vrai qu'il fait plutôt du bon boulot, Alt, c'est clair. Un petit peu. Tu vois, même moi je suis pas un gros amateur de BioShock, mais je pense que j'irai jeter un œil. Ouais, carrément, t'apprends vraiment beaucoup de choses, ouais. En tout cas, j'espère que t'en apprends plus que quand tu joues. Parce que ah ouais, c'est vrai. J'ai pas mal de critiques à faire sur le jeu et notamment sur sa navigation qui rend les choses assez confuses de mon point de vue. Mais je sais pas si on va parler de ça maintenant. Non, pas pour l'instant, mais en tout cas c'est un point de vue intéressant aussi. J'avais vraiment adoré le jeu en tout cas. Ouais moi j'ai trouvé ça moyen, tu vois. D'accord. Comparé à comment on me l'avait vendu, je fais bon. Ah mais c'est sûr aussi si on te survend les trucs après. Ouais, mais j'ai l'impression que dans le jeu vidéo, c'est un peu tout le temps comme ça. Ou alors, je suis encore plus dur avec le médium jeu vidéo. Mais à chaque fois, on me dit, tu vas voir, essaye, c'est génial. Et puis au bout de 5 heures, je suis là, mais pourquoi je l'ai pas fini? Là, je commence à me faire chier un petit peu. Ah ouais, d'accord, ok. Moi, j'avais fait ça avec Dark Souls. Du coup, j'ai cru que j'allais tuer la personne qui me l'avait conseillé. Mais du coup, c'est devenu ma licence préférée. Donc ça va. Ouais, c'est pas tout à fait le même... c'est pas pour les mêmes raisons aussi. Voilà, exactement. Ils sont fondamentalement différents, donc... C'est ça.
Mais ils ont tout, enfin la chose qui les rapproche, c'est d'avoir un univers quand même assez profond, assez riche, qui fait c'est ça qui en partie qui fait que tu restes et que tu persévères un peu quoi. Ah, exactement, ouais, c'est le lore est monstrueux dans les deux jeux. Hein. C'est moi BioShock, c'est vrai que cette ambiance là. Sous-marine, tout ça, moi déjà ça a le don de m'oppresser de ouf, rien que de voir la mer, donc bon là c'est clair que c'est compliqué. Ah bah ce que j'ai trouvé dommage, c'est pas l'univers ou les designs, etc. C'est vraiment le gameplay et la structure même du jeu qui est pas bonne. Enfin pour le coup, moi je dis vraiment elle est pas bonne, elle est pas moyenne, elle est pas bonne. Ce qui rend le jeu moyen, c'est qu'il y a quand même l'univers qui rattrape le reste. On va pas être chroniqueur de jeux vidéo maintenant, mais on va rester sur notre... Voilà, non, pas tout de suite. Voilà, sur ce qu'on sait faire. Et je dirais, à toi l'honneur. Donc l'avant-dernière fois du coup, même si la dernière fois c'est un peu pareil, j'ai parlé de livres que j'avais aimé moyen, parce qu'on a parlé de Dracula, où on était tous les deux un peu mitigés, et la fois d'avant j'avais parlé d'un livre que j'avais trouvé assez faible, un livre qui s'intitulait Vengeance de Fabrice Collin. Mais je vous invite à lire Fabrice Collin quand même, mais un autre livre de cet auteur, pas celui-ci. Et aujourd'hui, on va revenir à mes marottes, puisqu'on va parler d'un écrivain, d'un auteur américain qui est assez connu, mais pas en France, qui gagne quand même de plus en plus de lecteurs, surtout qu'il y a eu des retraductions, des rééditions, etc. Donc vous allez voir, ça va être l'occasion de se plonger un peu dans sa littérature, sachant que il officie dans un genre qui est pas si fréquent, et que dans le domaine, je trouve qu'il fait vraiment partie des meilleurs. Donc j'y reviendrai. Donc on a un auteur américain né à Tampa, en Floride. Oh. Autant dire que j'étais prédestiné à... Ah bah là ouais, terre de death metal ça, ouais. Ah là ouais. Pourrait y avoir un lien, mais non. Ok. Donc il est né le 12 octobre 1928. Il a fait ses études à l'université à la fin des années 40, et c'est à ce moment-là qu'il s'intéresse aux littératures de l'imaginaire, notamment grâce à Ray Bradbury, avec qui il va entretenir une correspondance pendant quelques temps, et Edgar Rice Burroughs, donc voilà, des petits noms, hein, comme d'habitude. Ouais, pas des moitiés d'andouille. En même temps, voilà, si t'as des influences, tu cites des mecs qui sont vraiment influents, sinon ça ne marche pas. Ouais, c'est vrai. Tu vois, si tu citais Jadot du champ d'à côté, voilà, bon, c'est ces mecs. Il cite également dans ses lectures de jeunesse qui l'ont beaucoup influencé Alan Alexander Milne, qui est nul autre que l'auteur de Winnie l'ourson, à qui il consacrera un essai en 71 durant ses études, puisqu'il était étudiant en littérature. Après, les liens entre Winnie l'ourson et les ouvrages de Swann sont pas forcément évidents, mais ils existent. Ce sera pas le cas de ma chronique parce que je maîtrise pas assez Winnie l'ourson. Donc, au moment où il fait ses études, Swann écrit des poèmes. Il était assez connu pour ça d'ailleurs, il en a publié dans pas mal de revues, qu'elles soient américaines ou anglaises. Pendant la guerre de Corée, il s'engage dans la Navy, et donc il va continuer à écrire à ce moment-là. Et quand il rentre au pays, il a déjà plusieurs écrits qu'il va tenter de faire publier, voire de publier lui-même. C'est le cas par exemple de son premier recueil de poèmes, qui est introuvable aujourd'hui, intitulé Driftwood, qui est paru en 52, et qui est du coup une auto-publication. Et au fur et à mesure, il va de plus en plus s'intéresser à la prose. Je sais pas si j'ai déjà dit, mais moi par exemple, je suis pas du tout amateur de poèmes. C'est pas du tout une forme littéraire que je maîtrise en plus, donc là aujourd'hui je vais continuer à parler de prose. Swann ne vit pas de sa plume à ce moment-là, et il pousse ses études jusqu'au doctorat. Donc il faut attendre 1966 pour qu'il décroche son premier grand succès avec Day of the Minotaur, édité en poche chez Ace. Il finira d'ailleurs finaliste pour le prix Hugo grâce à ce roman. Je crois qu'il y avait un autre de ses textes qui avait fini finaliste pour le prix Hugo, et c'est comme ça qu'il a rencontré son éditeur. Enfin, ce qui a donné envie à son éditeur de publier son premier roman. Et c'est un anglais, si je me trompe pas. Malheureusement, Swann subit des problèmes de santé assez importants et s'isole pendant 6 ans. Donc c'est une période durant laquelle il écrit une grande partie de son œuvre, telles que les deux suites de Day of the Minotaur, qui sont The Forest of Forever en 71, Cry Silver Bells en 77, et qui forment alors une trilogie qu'on appelle la trilogie du Minotaur, qui est sans doute son ouvrage le plus connu. Il mourra finalement le 5 mai 1976, et en France il obtiendra une reconnaissance qu'à partir des années 80, à la fin des années 90, avec la première traduction complète de la trilogie du Minotaur aux éditions Étoile Vive. Et depuis, voilà, il y a plusieurs ouvrages qui ont été réédités, notamment celui dont je vais parler aujourd'hui, Plus grands sont les héros. Donc la littérature de Swann se caractérise par l'utilisation de l'imaginaire mythologique, antique ou biblique,
comme le nom du Minotaure a pu vous mettre la puce à l'oreille, à partir desquels il crée des univers alternatifs, donc ce qu'on appelle de la fantasy mythique, ce qui est à la fois extrêmement logique comme terme, mais qui a pas forcément un sens immédiat. En fait, c'est un style de fantasy qui revisite les mythes, comme la fantasy fairy tale, par exemple, revisite les contes de fées. On peut penser aux Fairy de Tolkien, hein, pour l'exemple tarte à la crème, comme on dit. Voilà, donc c'est pas un style, on va dire, dans la fantasy qui est hyper répandu, puisque souvent on va quand même aller puiser dans tout le bestiaire, toutes les histoires mythologiques, mais on va les envoyer dans un autre monde. Alors que là, l'idée, c'est qu'on reste, là, par exemple, dans l'Antiquité réelle, et on va faire des créatures mythologiques, par exemple, des entités qui ont existé. Donc voilà, il n'y a pas de différenciation entre notre monde historique et la mythologie. Contrairement à des fantaisies où on inclut des éléments de mythologie. Je sais pas si je suis très clair. Si. Et d'ailleurs, il va énormément étoffer le style, et il va se servir de ses voyages en Europe, et notamment en Grèce et en Italie, pour vraiment nous immerger dans une antiquité, on va dire, merveilleuse. Si on veut prendre un peu le côté conte de fées pour finir le parallèle entre les deux styles. On est dans cette idée-là, quoi. Mettre du merveilleux dans l'histoire antique. Mais ce merveilleux-là peut évidemment se transformer en cauchemar avec toutes les possibilités que laisse la mythologie. Donc, plus grands sont les héros, relate le célèbre récit de l'Ancien Testament qui met en scène la guerre entre la Judée israélite et les Philistins. Donc c'est notamment l'occasion du duel entre David et Goliath, qui est dans le roman, et également l'accession de David au trône, qui sera on va dire la deuxième partie du récit. Et on a pour le moins un ouvrage assez atypique, parce que là, si je vous donne ce résumé, parce que de toute façon il est assez court, hein, c'est pour ça que j'en fais pas des tonnes sur l'histoire elle-même, puis finalement les quelques mots que j'ai dit suffisent à le résumer. On est sur un roman qui fait 220 pages maximum, un truc comme ça. Non, en effet, ouais, c'est rapide. Moi j'ai une édition de chez Helios, d'ailleurs je sais pas s'il y en a 40, hein, c'est la première fois qu'il est traduit en français, tu vois, donc... D'accord, ok. Il est particulier parce que là on s'attend à un récit guerrier épique avec un espèce de vernis judéo-chrétien, et on est assez loin. Donc on a le vernis judéo-chrétien, ça on est d'accord, mais c'est pas tellement un vernis, c'est même une poutre, on va dire, de la structure. Et on s'éloigne beaucoup du roman guerrier et épique, même s'il y a des scènes de bataille qui sont assez bien écrites, assez poétiques. Faut pas négliger ça dans l'écriture de Swann. Au contraire, ça se ressent très rapidement dans sa description des paysages, par exemple. On a affaire à une écriture, c'est ça, poétique, pas loin du lyrisme. Il sait faire donner l'impression que les environnements sont habités, et quand je dis habités, pas forcément d'êtres humains, hein, d'animaux. On ressent bien le mouvement du vent dans l'herbe, les couleurs du soleil. Enfin voilà, on a vraiment des environnements vivants, mais qui sont pas décrits de manière trop lourde, pas trop compacte. On a quelque chose de très plaisant, de très fluide, qui convoque des images plutôt qu'en les imposant. Et ça, c'est vraiment un élément indispensable au récit. Ça et l'émerveillement, donc, qui arrive à la fois par ces descriptions qui sont vraiment magnifiques, et en plus par l'ajout d'éléments fantastiques, mythologiques dans le récit. Mais là-dessus, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, de quoi ça parle on va dire en deuxième, comme sous-texte, et quels sont les sous-textes? On a une opposition entre Yahvé et Astarté. Donc en gros, Yahvé, c'est le roi, le dieu du roi Saul, donc le roi de Judée, le dieu de David, de tous les Judéens justement, hein, tous les Israélites, qui s'oppose à Astarté, qui est le dieu des Philistins. Enfin, en partie, mais là, il est présenté vraiment comme opposition, c'est celui des Philistins, et c'est également le dieu de l'ex-reine, donc la femme de Saul, qui est une sirène. Alors une sirène dans le sens grec du terme, donc des sirènes. Tu veux dire dans le sens poisson, mais rien à voir. Non, du tout. Justement, elle est elle a un lien avec l'océan quand même.
Donc elle se nomme Ashinoam et elle a un fils avec le roi Saul qui est Jonathan, qui a une importance capitale dans le récit, puisque Jonathan et David vont rapidement dans le roman être attirés l'un vers l'autre. Ça c'est un élément qui est pas mal discuté dans la littérature scientifique sur cet épisode de l'Ancien Testament sur l'homosexualité entre Jonathan et David. Là il n'y a pas de d'ambiguïté. Il y a une relation homosexuelle entre les deux, qui est d'ailleurs vraiment très bien écrite, je trouve. Enfin, tu te prends vraiment d'empathie pour les deux personnages. Enfin, c'est vraiment une histoire d'amour qui est très belle et assez déchirante. Donc j'en dis pas plus, mais forcément ça va mal se terminer, hein, c'est la Bible. et c'est vraiment c'est un moteur du récit. Et là encore la prose de Swann joue énormément sur le fait qu'on arrive à se projeter dans la relation des deux personnages. Moi je trouve qu'en général, même quand les couples sont hétérosexuels, donc ils sont plus proches de ce que je vis moi en termes de relations amoureuses, ça marche souvent assez mal, je trouve. J'ai du mal à me projeter dans les relations amoureuses, à quelques exceptions près. Alors que là, j'y arrive beaucoup plus à me mettre à la place de l'un ou de l'autre, parce que juste c'est bien écrit, c'est beau et c'est a l'air très sincère. Enfin, il a vraiment réussi à aller chercher des sentiments qu'on pourrait dire universels, en fait, que chacun peut ressentir pour une autre personne, et c'est ça qui permet d'avoir une relation crédible dans un récit. Donc cette opposition entre Yahvé et Astarté, donc déjà elle va créer un conflit entre confessions de chacun, puisque Jonathan, David et Saul sont des Israélites qui croient en Yahvé, mais Ashinoam, donc la mère de Jonathan, elle, forcément c'est une créature d'Astarté qui représente la nature sauvage, on va dire, mais également l'amour libre, ce genre de choses. Par exemple, chez les Philistins, l'amour entre Jonathan et David serait pas un problème. Là où en Judée, forcément ils sont obligés de se cacher. Donc il y a une espèce de tension entre les alliances de chacun vis-à-vis de leur divinité, sans que celle-ci n'intervienne, et ça c'est assez intéressant, c'est qu'il y a pas du tout cet aspect démiurge qu'on aurait pu attendre. Là il y est pas du tout. Les créatures mythologiques, elles vivent parmi les hommes, et elles subissent, on va dire, les mêmes problèmes de mortels que les hommes, même si Ashinoam par exemple elle vit depuis des millénaires, des siècles plutôt, je sais plus, au moins un millénaire. et elle est pas vouée à mourir, elle reste jeune, belle, etc. Mais elle est pas divine, c'est-à-dire qu'elle subit des tourments, etc. Notamment sa séparation avec le roi Saul et tous les problèmes que ça va créer vis-à-vis de son fils, même par rapport à elle-même. Comment elle se place dans un royaume où elle n'est plus la femme du roi, et en plus rien ne la porte à accepter Yahvé, puisque sa nature même fait qu'elle doit rejoindre Astarté, si tu veux. Donc voilà, il y a en fait chacun des personnages va être tiraillé entre ses envies et ses devoirs. Yahvé représente l'aspect des devoirs plutôt, puisque c'est une religion qui a énormément de contraintes, à tel point que Saul va en devenir fou. Et c'est un autre élément de contraste en fait qu'on va trouver dans le récit, et Swann est très fort là-dessus, puisque à la sensualité, au lyrisme et à l'humour, parce qu'il y a un peu d'humour qui est assez fin, je trouve, dedans, il va opposer la tragédie. Donc, on peut penser à la tragédie grecque, on en est pas loin, mais alors je suis pas spécialiste, mais est-ce que il y aurait pas un lien entre la tragédie grecque, la Bible? Est-ce qu'il y a un moment, il n'y a pas eu une influence quelque part sur l'un sur l'autre? Je sais pas trop, mais après, je veux dire, ça reste la tragédie, c'est quand même un moteur intéressant de récit, donc je le retrouve à peu près partout. Donc on a la tragédie, le sacrifice, puisque il va être question de sacrifier une partie de ses croyances, de soi, de l'autre, pour arriver à ses objectifs. Donc chacun a les siens différents. Et aussi donc à la folie, qui est le dernier élément qui va en fait apporter une conclusion
projets narratifs qui lui donnent un côté inéluctable, qui va rejoindre la tragédie. En fait, le personnage est fou et donc sa décision, elle est pas portée par la raison. Donc, on va atteindre un moment de non-retour, si tu veux. Et d'ailleurs, la folie, telle que décrite par Swann, elle est comme le reste, elle a quelque chose d'assez fin. Faut pas s'attendre à un personnage qui devient complètement maboule entre deux pages et qui a des réactions et qui dit des choses insensées. Ça se fait vraiment au fur et à mesure, en même temps que la tension dans le récit augmente et que la Judée est attaquée par les Philistins. Donc tout ça, ça nous amène à un autre élément qui est le désenchantement du monde face aux religions révélées, puisque Achinoam et Jonathan doivent se mutiler leurs ailes pour être acceptés par le peuple de Judée. Donc là, on a carrément un sacrifice physique pour pouvoir subsister. Et on voit au fur et à mesure du récit que les créatures mythologiques ont de plus en plus de mal à survivre dans ce monde-là. Il y a le Goliath, c'est un cyclope dans le récit, et il se bat pour les Philistins. Et on apprend que les cyclopes, ils sont de moins en moins nombreux, au même titre que les sirènes sont en voie de disparition, sachant que les cyclopes en plus veulent les attraper. Enfin bon, on est vraiment sur le déclin du fantastique, enfin de l'émerveillement. Ouais, littéralement là, ouais. Au profit des religions révélées. Donc là, dans ce cas-là, c'est la religion juive, mais tu peux l'étendre à toutes les religions révélées qui imposent, on va dire, une vision peut-être plus réelle que rationnelle du monde. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, en fait, les couches qui s'entremêlent avec les personnages, puisque ils portent tous un point de vue différent sur ces questions-là, avec au centre l'amour entre David et Jonathan, qui permet de faire émerger une autre forme de merveilleux. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'analyse un petit peu. C'est que si le monde autour de nous perd son essence fantastique, magique, en fait, les sentiments, et notamment l'amour, peuvent faire ressurgir ce lien entre les individus. Ça me parle beaucoup ce que tu me dis là. Enfin, ça a l'air vachement poétique dans l'approche en plus, donc ouais, je sais que ça c'est le genre de truc que j'aime beaucoup. Bah écoute, moi je te conseille de le lire, ce sera jamais une mauvaise lecture parce que le texte est beau. Après, voilà, ce que les dernières phrases que j'ai dites, c'est vraiment une analyse personnelle. J'ai rien vu sur la question, je pourrais pas confirmer. Je pense pas que ce soit une idée de Swann forcément de dire bon, l'amour permet d'émerveiller, de garder un émerveillement pour le monde, etc. Je suis pas sûr. Mais il y a plusieurs éléments qui me font penser que c'est un message possible. Notamment David et Jonathan travaillent dans un jardin quand ils ne sont pas à la guerre. Et il y a vraiment cette question du coup de cultiver son jardin. Donc c'est-à-dire d'avoir une action on va dire plutôt positive sur la terre. Ils le font entre eux, tu vois, ensemble. Donc il y a peut-être cette idée que grâce à l'amour, ils vont s'émerveiller de la nature, etc. Enfin, je sais pas trop. J'avoue que j'ai pas toutes les cartes en main, mais j'y ai pensé en écrivant la chronique là il y a quelques jours. Je me suis dit tiens, est-ce que c'est pas un thème? Est-ce que le message il est pas là? Eh ben c'est beau. C'est ce que j'ai envie de dire. Voilà, c'est beau. Et concrètement là, ouais, comme beaucoup à chaque fois que tu me parles de bouquins. Et c'est pour ça que j'aime bien faire ces émissions avec toi aussi, hein, c'est que déjà tu me rajoutes des lectures, donc pour ça je te déteste, mais comme tu dis, ça a l'air c'est des bonnes lectures, donc voilà, quelque chose que je rajoute à ma pile à lire. En tout cas, là le sujet me parle beaucoup, ouais. Ouais, je pense que si t'es un peu branché sur toute la comment on pourrait dire ça, toute la matière biblique. Oui, mythologique, ouais. Etc. C'est plutôt du très bon. Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça prend vraiment les éléments, là, de l'Ancien Testament. Ça prend aussi des éléments de la historique, on va dire. Ouais. Et mais on va pas entrer dans de la fantasy bête et méchante. Tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est pas l'occasion de juste mettre des minotaures qui vont se battre contre les sirènes ou je sais pas quoi. Enfin, il y a autre chose. Même si ça pourrait être pas mal, hein. Je dis pas qu'il faut pas faire bien ça, sûr, mais... ouais, c'est balèze un minotaure quand même. Hein. Ouais.
Et moi, ce que j'aime bien, c'est que ça prend une atmosphère, ça prend voilà un contexte, et grâce à ce contexte-là, ça va le livre va te proposer des pistes de réflexion, va te faire sentir des choses. Et c'est ça que j'aime bien. Ah ouais. Et du coup, je pense que je vais lire d'autres livres de Thomas Burnett Swan, puisque ça m'a l'air d'être plutôt de la qualité. Ok. Eh ben écoute, merci pour ce croc. Bon, moi concrètement, ça sera pas aussi fin que ça. Hein. je préfère prévenir. Ah, ça peut pas être pire que l'avant-dernière fois. Non, j'ai l'impression qu'on pourra jamais faire pire que l'avant-dernière fois. Écoute. Non, moi en plus je vais vous parler d'un auteur dont j'ai déjà parlé dans l'émission, c'est Jean Ray. C'est un auteur que j'ai découvert cet été, tout à fait par hasard. Donc là je me suis dit que j'allais continuer, j'ai eu l'occasion de choper un bouquin de lui, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Donc comme je le disais, j'avais déjà parlé de Jean Ray dans l'épisode sur Malpertuis. Donc je vais pas refaire la bio concrètement. Mais bon, il faut savoir, pour essayer de replacer un petit peu le style du gars dans un genre, même si bon, c'est vrai que les genres et les cases, on n'aime pas trop ça non plus, on pourrait dire qu'il fait dans le fantastique horreur, et qu'il est aussi parfois appelé le Lovecraft belge. Rien que ça. Donc voilà, c'était un auteur extrêmement prolifique, et un dernier truc sur cet auteur, qui m'avait littéralement transcendé avec Malpertuis, c'est que son style était quand même assez original, on va dire, pour l'époque, parce que là on parle d'un truc qui est sorti en 1942 quand même, et voilà, ça on va avoir affaire à de l'originalité. Le Grand Nocturne, donc, est un livre sorti en 1942 aux éditions des Artistes Associés, et il comportait 7 nouvelles. Donc moi, celle que je vais vous présenter là aujourd'hui, c'est l'édition d'Espace Nord, qui a quand même réédité pas mal de trucs de Jean Ray, et qui se compose du recueil, donc Le Grand Nocturne, dont je vais vous parler, et Les Cercles de l'Épouvante. Mais voilà, je vais juste parler du premier, parce qu'il y a déjà quand même pas mal de trucs à dire. Donc comme je l'ai dit en début de croc, à la base, c'est un recueil qui comporte 7 nouvelles. Mais simplement, le recueil actuel en compte que 5. Donc, pas de panique, les autres sont bien là, mais elles sont présentes dans des annexes. Et c'est simplement au fur et à mesure des éditions, en fait. Elles ont été publiées ailleurs, les 2 nouvelles qui manquent. Et pour l'édition d'Espace Nord, ils ont eu le droit de les republier, mais par contre, la seule consigne, c'était de les mettre en annexe. Donc, elles sont bien là. Donc, et à la base, je dirais, pas de souci. Pas le problème qu'elle soit pas incorporée dans l'ordre chronologique, mais bon, c'est Jean Ray, donc ça va nous obliger quand même à faire quelques allers-retours dans les annexes, parce que ce qui est très important avec ce livre, c'est de le lire dans l'ordre où il a été écrit. Alors pourquoi ? Parce que du coup, le Grand Nocturne est construit de manière géométrique. C'est-à-dire que le Grand Nocturne, la première nouvelle, est symétrique à la dernière, le Psautier de Mayence, qui sont les 2 plus longues, il me semble. Les 7 châteaux et la mer va de pair avec une autre, etc. Jusqu'à la ruelle ténébreuse qui se trouve au centre, et qui, moi, personnellement, c'est peut-être de la surinterprétation, mais ça m'a fait penser vraiment à un livre ouvert, avec donc au milieu la séparation, la ruelle sombre. Mais bon, après, je plane sans doute. Mais connaissant le bonhomme, m'a obligé à penser ça. Donc, quoi qu'il en soit, pour ces nouvelles, Jean Ray reste fidèle à lui-même. Chaque nouvelle a une tonalité, un ton différent, et surtout, et ça c'est très important, une narration différente. Mais ça, j'en parlerai quand je parlerai des 7 châteaux et de la mer. Donc, il arrive toujours à nous transmettre sa passion pour l'écriture. Ça se voit, ça sent, cet homme-là était vraiment un passionné de littérature. Et on a vraiment l'impression qu'il essaye de varier ses textes à chaque fois pour pas nous servir du réchauffé. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Après, le seul point noir, en revanche, et il faut pas perdre de vue que c'est donc des textes qui sont de 1942, c'est pas tout jeune, et donc l'écriture peut parfois paraître, et j'aime pas ce terme, mais c'est vrai, peut paraître un petit peu vieillotte. Donc, le problème, ça vient surtout des expressions et de certains mots qui sont utilisés, mais bon, ça se fond quand même dans le flot de la lecture,
et ça passe. Malgré ça, l'immersion est vraiment excellente, parce que aussi Jean Ray a le sens des descriptions. Donc il est loin de nous assommer avec énormément de détails, bien au contraire, il arrive à poser une ambiance et à décrire un lieu de manière vraiment, de vraiment posée, de vraiment diffuse, ouais, j'ai pas trop le terme pour dire ça, atmosphérique, voilà, hein. Ça s'applique plutôt à la musique en général, mais bon, là, pour le coup, voilà. Et on va dire que l'attention vient surtout des personnages qui sont soumis à des contextes vraiment extrêmement particuliers. Et voilà, je pense que tout ça, ça forme un tout qui nous englobe vraiment, vraiment totalement. Donc que ce soit dans une ruelle sombre, brumeuse, la nuit, ou dans une taverne hollandaise, parce que ça aussi on en reviendrait, ou encore dans une maison en proie à d'étranges phénomènes, le lecteur est toujours transporté. Donc au niveau des sujets abordés, c'est assez vaste, comme d'habitude, bien que le thème de la mer se retrouve particulièrement dans ce recueil. C'est bizarre, je sais pas trop pourquoi, mais c'est pas la première fois, c'est un thème qui lui tient à cœur. Mais bon, ce que Jean Ray aime par-dessus tout, c'est le mystère et l'épouvante, et ça, bon, c'est souvent le premier sujet hein, d'ailleurs qu'il aime écrire, mais bon voilà, c'est des choses qui reviennent extrêmement souvent. Et d'ailleurs, le Grand Nocturne en est le meilleur exemple, parce que, voilà, hein, quelle entrée en matière, franchement, on se dit que c'est dur de faire mieux quand on commence avec une nouvelle comme ça, parce que du coup l'auteur joue littéralement avec le temps et une aura vraiment mystérieuse, digne d'un Lovecraft, encore on en revient toujours à ça, mais c'est vraiment quelque chose de particulier chez lui. Dans cette nouvelle, le temps se tord, et le personnage et le lecteur, sont complètement perdus dans un récit qui commence sur une trame temporelle tordue et qui finit sur quelque chose de totalement différent. Mais bon, je vais pas spoiler, donc voilà, je vous dirai rien. C'est simplement qu'il arrivait vraiment à nous perdre avec un sujet pour terminer sur un autre. Donc il se trouve qu'il aime bien mélanger plusieurs choses, hein, comme dans La Ruelle sombre, qui à la base traite de fantômes en premier lieu, mais qui s'enfonce au fur et à mesure dans un changement de plan, Voilà, là pareil, je veux pas trop spoil, mais on a vraiment deux sujets différents dans une nouvelle, et c'est vraiment amené avec intelligence. Donc chaque nouvelle possède sa trame narrative bien particulière, mais on ne touche pas particulièrement au paranormal ni au mystère à chaque fois. Et le meilleur exemple, c'est la nouvelle qui s'appelle Le fantôme dans la cale. Et voilà, on a deux personnages qui vont se trouver à fond de cale dans un bateau, une cale remplie de caisses d'alcool, quand soudain, le noir, un bruit, et plus rien. Là, le personnage principal va se retrouver seul, et il sera confronté apparemment à un fantôme, et je dis bien apparemment, parce que est-ce que c'est vraiment ça ou pas ? Jean Ray, il arrive vraiment à mettre le doigt avec cette nouvelle sur la perception, par exemple, et l'interprétation des choses qu'on se fait face à l'inexplicable. Et je pense que ce qu'il veut nous expliquer, c'est est-ce qu'on peut expliquer l'inexplicable, du coup ? Et moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est possible selon les circonstances, en fait. Donc, super nouvelle, celle-ci qui sort un peu du lot. Mais moi, la grosse claque, ça n'a pas été une claque immédiate. Et je parlais tout à l'heure du 7 châteaux et de la mer. Et j'avoue que ça a été vraiment un ovni pour moi, parce que quand j'ai terminé la nouvelle, je me suis vraiment demandé si c'était vraiment passé quelque chose, en fait. Mais il y a quand même un coup de génie dans cette nouvelle, qui réside justement dans sa narration, et pas vraiment dans le sujet de l'histoire, au final. Même si la narration fait l'histoire, hein, mais je vais m'expliquer. Donc on est dans une taverne hollandaise, remplie de marins qui boivent un coup, hein, un peu éméchés et tout ça, et dans le coin se trouve un étranger. Donc cet étranger va commencer à raconter des choses bizarres, à dessiner des symboles, et il va éveiller la curiosité de tout le monde, à commencer par le tenancier, qui de fil en aiguille va aller prévenir d'autres marins de la présence de l'étranger, qui à leur tour vont venir parler avec lui. Il va donc raconter son histoire jusqu'au final où, encore une fois, je peux pas vous en dire plus parce que c'est vrai que Jean Ray a le génie pour, sur les tout derniers mots,
sur les toutes dernières phrases, arriver à nous expliquer quelque chose ou pas du tout. Donc le truc intéressant avec cette nouvelle, c'est qu'on n'apprend pas grand-chose sur la légende des 7 châteaux, du coup, hein. Jean Ray garde bien le mystère, et même si des informations arrivent jusqu'à nous, c'est pas le propos direct, en vrai, c'est même très indirect, comme on va le voir. Et le seul élément fantastique qui nous est donné de toute la nouvelle, c'est une ligne blanche dans le noir. En gros, je schématise. Donc ici, ce qui est super important, c'est la structure d'énonciation de cette légende qui va arriver par plusieurs intermédiaires, en fait. Ça commence donc avec l'étranger, l'homme dans le coin, hein, donc déjà niveau mystère ça se pose là, et qui reste très vague donc dans ses propos, comme je disais tout à l'heure, il va parler de trucs mystiques, des trucs incompréhensibles, qui ne parlent absolument pas aux marins, qui de toute façon sont bourrés, donc concrètement je suis même pas sûr que s'ils étaient nets ils avaient compris quelque chose, mais par contre ça parle au tavernier qui lui reconnaît ses paroles, ou du moins il trouve plus de sens que les marins, et que le lecteur aussi au passage, hein. Donc le tavernier lui va aller chercher des marins en leur expliquant ah machin, il y a un mec, voilà. Et donc le tavernier devient donc le narrateur quand il va trouver les autres marins qui eux vont revenir pour faire parler l'étranger, pour en savoir plus sur les 7 châteaux, et l'étranger va donc incorporer dans son histoire un autre narrateur d'où il tient son histoire. Donc je sais pas si vous voyez le truc, la structure d'énonciation est vraiment très complexe dans le sens où on apprend des choses à chaque fois par quelqu'un d'autre qui vient se rajouter au récit et tout ça. Et au final, cette légende, ça va rester une légende. Mais bon, il y a quand même tout de même un intérêt à cette histoire, même si c'est pas spécialement les 7 châteaux. Et pourquoi ces 7 châteaux, de toute façon, concrètement, on s'en fout en fait. Voilà, ce qui est le plus important, c'est ce personnage-là, voilà, qui est dans sa taverne et qui va amener cette histoire de manière totalement, je dirais, inédite, parce que concrètement, à cette période-là, je suis pas sûr que tous les textes aient une gamberge comme ça. Alors après, est-ce que j'ai pas tout lu, donc je peux pas savoir, mais en tout cas pour ma part, venant d'un auteur de cette époque-là, ça a été totalement inédit. Donc je ne peux pas parler de toutes les nouvelles, parce que j'aimerais vraiment garder un peu de suspense pour le lecteur. Mais je voudrais juste dire que pour la personne qui aime Jean Ray, elle aimerait forcément ce recueil de nouvelles. C'est-à-dire que ceux qui ont aimé Malpertuis et les contes du whisky et tout ça, ici, il n'y a rien qui dénote vraiment du reste. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans du pur Jean Ray, du pur fantastique. Voilà, très, je le répète encore une fois, très diffus, très planant. Voilà. Et ceux qui voudraient le découvrir aussi, c'est du tout bon. Il y a en gros ce qu'il faut d'originalité dans les textes pour pas être lassé. Certains textes sont courts, d'autres sont un peu plus longs, et ça se lit vraiment facilement au final. Donc, si vous voulez changer du Maître de Providence, hein, qui est très bon, on peut pas se l'enlever, mais c'est vrai que Lovecraft, concrètement, on a vite fait le tour. Moi, je trouve, personnellement, ça engage que moi, que en ce qui concerne Lovecraft, à l'heure actuelle, c'est plus ce qui entoure l'auteur avec tous les textes annexes, qui viennent enrichir le mythe des grands anciens et tout ça, plus que les écrits de Lovecraft lui-même, parce que concrètement, une fois qu'on a lu Lovecraft, on a fini. Je veux dire, il n'y a plus rien qui sort, il n'y a plus rien de machin, et vraiment, cette légende est alimentée par tout ce qu'il y a, à côté, tandis que c'est vrai que chez Jean Ray, qui a sorti extrêmement beaucoup de choses de son vivant, il y a vraiment de quoi faire pour être rassasié. Je pense que d'ici à faire le tour avec cet auteur, il y a vraiment du chemin à faire et des ordres de lecture surtout. Donc voilà, je le rappelle que je parle de l'édition Espace Nord, qui contient un autre recueil de nouvelles qui s'appelle Les Cercles de l'Épouvante, dont je parlerai sûrement une autre fois, mais là je trouvais déjà qu'il y avait pas mal de choses à dire avec Le Grand Nocturne. Donc voilà, pour les amateurs de vieilles épouvantes, de vieilles horreurs et amateurs de ruelles embrumées, concrètement, je pense que ça peut faire votre bonheur. Ça me paraît pas mal. Ouais, après, je me souviens que toi, t'avais pas été émerveillé par Malpertuis, qui moi m'avait littéralement subjugué en fait. Hein. Et on retrouve encore une fois ces twists qu'il y avait dans Malpertuis, qui
voilà, je le rappelle brièvement, prend un twist en milieu de récit pour partir sur totalement autre chose, hein, comme certaines nouvelles de genre. Et voilà, moi c'est ça qui me fume. Et même si on s'y attend, eh ben on sait jamais vraiment comment ça va arriver, et comment l'auteur va se débrouiller pour arriver à twister tout ça et à nous faire gober un truc qu'on s'attend déjà à gober. C'est ça qui est fort. Ouais, ça me fait penser à ce qu'on a dit un peu sur Bram Stoker dans la première partie de Dracula. Où là, je trouve que ça marchait très bien. Ouais. Et c'est vrai que chez Lovecraft, où c'est genré, mais genré, j'ai lu que Malpertuis, donc je peux difficilement me prononcer. Ouais. J'ai l'impression que ça marche moins bien sur moi. Enfin, tu vois, je sens le truc venir. Quand ça arrive, je fais ok, bon. Ils savent faire, tu vois, mais je suis pas assez plongé dans l'atmosphère pour que ça me chamboule tout. Ouais. Quoi. Même si chez Genré, il y a un sous-texte qui est beaucoup plus important. Disons que t'as un jeu d'enquête qui est plus ouais, c'est ça, ouais. plus concret, donc j'ai ce plaisir-là. Là où chez Lovecraft, je suis un peu, enfin, c'est toujours pareil, quoi. Je cherche un peu où est la viande sur l'os, quoi. Tu vois, D'accord. Ouais, non, je m'attendais pas à ça, je suis désolé. La différence que je vois pour avoir lu beaucoup de Lovecraft, même si c'est pas mon auteur préféré, j'en ai lu quand même pas mal, et surtout de ce qui se faisait à côté aussi. La différence que j'ai notée avec Jean Ray, c'est comment il amène les choses. C'est-à-dire que chez Lovecraft, on a quand même une certaine linéarité. Oh merde, j'arrive pas à le dire. C'est assez linéaire. Ça va avec son style. Enfin, il y a un côté inéluctable à ce qui arrive à ces personnages chez Lovecraft. Ouais. Mais du coup, oui, ça donne un handicap. Dans ses moins bonnes nouvelles, c'est lourd. Dans ses meilleures nouvelles, ça donne cet aspect de destin que tu peux pas esquiver. Oui. Tu vois, donc c'est vrai que ça peut le donner le meilleur comme le pire. C'est ça. Donc voilà, encore une fois je le répète, c'est vrai que la personne qui souhaiterait changer un petit peu de Lovecraft justement et partir sur quelque chose de nouveau, je trouve Lovecraft plus facile à lire pour le coup que Jean Ray, parce que voilà, encore une fois ce que je disais, hein, les expressions, les mots, putain, j'ai l'impression d'entendre parler ma grand-mère, et encore elle est espagnole, donc je comprends peut-être un petit peu mieux ce qu'elle me raconte, mais c'est vrai que des fois il y a vraiment des expressions de marins, parce qu'en plus de ça, c'est vrai que j'en parle pas dans la chronique, mais il y a un langage, le langage maritime en fait, c'est-à-dire que le mec... il est passionné par ça se sent. Moi, c'est-à-dire que le truc qui flottait, que j'ai le plus squatté, c'est un pédalo. Donc, je veux dire, j'y connais rien. Et c'est quand même un langage qui est très riche parce que, c'est le langage de la navigation. Hein, ça date pas d'hier et il y a beaucoup de trucs à savoir. Et ça peut bloquer. Ça peut bloquer, mais après, si on passe outre et qu'on comprend que le mot, dans le contexte, il fait partie d'un langage du champ lexical des bateaux, machin, ça passe, très bien même. Je me pose la question, est-ce que Jean Ray, c'est aussi lui qui a lancé la marque de pédales pour guitare ou pas? Peut-être, à savoir. Ça se trouve, c'était un gratteux, on ne savait pas. Hein. Non, c'est écrit pas pareil, c'est Yann, je crois, J-A-N, les pédales. Ah ouais, d'accord. Non, alors, je te confirme, c'est pas lui. Là, tu me parlais de pédalo, c'est pour ça que j'ai fait le lien. Ah oui, d'accord, putain. Je suis pas vif d'esprit, moi, ce soir, je suis désolé. C'était un peu tiré par les cheveux. Ouais, mais bon, écoute, ça passe. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, écoute, une affaire rondement menée, comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude. Pour ceux qui voudraient nous écouter, nous retrouver, on est présent sur à peu près tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire Spotify. Alors, réseaux sociaux, j'annonce les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube aussi. Les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Podcast Addict. Oh, merci. Ça, c'est mon binôme, ça. Tout ce qui a un flux RSS, en fait. Voilà, exactement. C'est ça. On publie généralement un mercredi sur 2. Hein. Et d'ici là, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. N'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous avez pensé de tout ça, de faire des commentaires, tout ça, machin. Ça nous aide et ça nous fait plaisir. Surtout quand c'est des commentaires sympas. Mais bon, on peut aussi avoir des... Ouais, exactement, ouais. Ouais, si c'est pour nous dire qu'on est deux cons, c'est pas la peine. Hein. Oui, on le sait déjà. On le sait déjà. C'est-à-dire que dans notre vie perso, on nous le répète déjà assez pour qu'on vienne nous le dire en commentaire sur YouTube ou sur Facebook. Quoi. Si vous voulez, c'est pour de la critique constructive, quoi. Bon, d'ici là, portez-vous bien, lisez beaucoup. Et puis à dans 2 semaines.